Bienvenue sur Good Morning Travail, j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Raphaël Girardin. Bonjour Raphaël. Bonjour. Raphaël, vous êtes l'architecte rigoureux et efficace de l'audace entrepreneuriale, le chef d'orchestre d'un écosystème où l'innovation agricole s'épanouit à l'ombre des laboratoires et à la lumière des idées neuves. À la tête d'AgroValley, l'incubateur de l'Institut Agro Montpellier, vous façonnez avec une rigueur inspirée le destin de 50 jeunes pousses, leur offrant non seulement un terreau fertile, mais aussi la promesse d'un avenir où la science épouse l'audace. Votre double casquette à la fois stratège de l'accompagnement et mentor des levées de fonds vous permet d'ouvrir les portes de la confiance à ceux qui, du premier élan à la maturité, cherchent à transformer l'inconnu en opportunité. Vous incarnez cette rare capacité à conjuguer l'émerveillement de l'enfance à la lucidité de l'expérience, guidant des profils de 20 à 70 ans sur le chemin escarpé de la création, là où chaque échec devient le prélude d'une réussite. Raphaël, le taux de réussite de 90% au sein d'AgroValley contraste fortement avec la moyenne nationale. Quels sont, selon vous, les leviers essentiels qui transforment une idée fragile en entreprise pérenne ? Alors je pense que ce qui est important pour les entreprises, c'est de ne pas être seul, d'être accompagné. Et je pense que c'est la grosse différence avec les moyennes nationales. Quand on lance son entreprise et qu'en fait on est seul, c'est un vrai parcours du combattant parce qu'il faut connaître énormément de choses. Donc nous, on est là pour les accompagner. Concrètement, ça veut dire faire quoi ? Ça veut dire faire 3 choses. La première déjà, c'est un accompagnement sous forme de coaching, c'est-à-dire qu'on va non pas accompagner le projet, mais l'entrepreneur lui-même ou l'entrepreneuse. C'est-à-dire qu'on va les rassurer, leur dire que c'est possible, leur donner les clés pour qu'ils puissent faire les bons choix. Le deuxième point, c'est leur ouvrir un plus grand réseau possible parce qu'on sait très bien que l'entrepreneuriat, même de façon générale, le business, c'est une série de rencontres. Il faut faire les bonnes rencontres et on essaie, nous, d'avoir le réseau le plus large possible pour leur faire rencontrer les bonnes personnes. Et enfin, le troisième élément, c'est évidemment les aider à aller chercher du financement parce que qui dit entrepreneuriat, entreprise, c'est de l'investissement. Il faut gérer sa trésorerie et donc on va les aider à aller chercher parfois des subventions, parfois des prêts et toutes sortes de financements qui sont disponibles ici dans la région Occitanie pour faire grandir leur entreprise. Quels sont les premiers leviers psychologiques pour établir une relation de confiance avec les gens que vous accompagnez ? Je pense que moi, ce que je fais, c'est tout simplement parler de mon expérience. Et c'est vrai que c'est rassurant quand on a en face de soi quelqu'un qui a déjà vécu les difficultés qu'on peut rencontrer. Donc, en principe, je leur parle toujours de toutes les erreurs que j'ai pu faire parce que j'en ai fait plein. Et finalement, je crois que ça les rassure de savoir que on a le droit de faire des erreurs et qu'on peut trouver les clés pour se relever, aller plus vite, apprendre. Et donc, c'est cette manière qu'on a à AgroValley pour accompagner les projets. Comment on garde la tête froide sur des projets innovants et pas avoir l'effet « Waouh, c'est génial !» et l'effet « c'est génial, c'est bien », mais il y a la réalité économique derrière. Comment on fait pour garder la tête froide ? Alors, moi, je l'ai quand même, parfois, on va dire cet enthousiasme sur les projets parce que j'ai beaucoup d'idées innovantes qui me sont soumises. J'ai des porteurs de projets qui arrivent avec des choses absolument géniales. Maintenant, c'est vrai que j'ai la chance de voir beaucoup de projets et ce qui me permet de me rendre compte un petit peu des facteurs clés de succès et puis de me dire, attention, le projet est bien, mais il y a aussi le facteur du marché, de l'environnement, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des personnes qui vont acheter le produit ou le service d'une part, d'autre part, il y a d'autres facteurs aussi qui peuvent être de l'ordre réglementaire. Est-ce que c'est possible ? Est-ce qu'il y a des contraintes juridiques ? Donc, en fait, je rentre dans un schéma, on va dire, plus rigoureux, d'analyser en fait point par point pour voir un peu où est-ce qu'il y a des risques, où est-ce qu'il peut y avoir un trou dans la raquette, et évidemment, s'appuyer sur les facteurs clés de succès du projet. Le lieu commun de tous ces porteurs de projets, leur déficit et alors leur qualité ? Alors en fait, ils sont tous différents. C'est vrai que moi, je me rends compte que presque tout le monde peut entreprendre et c'est ça qui est génial. C'est ça qui est génial en France notamment et notamment dans notre région parce qu'on a un vrai élan autour de l'entrepreneuriat. Et moi, je me rends compte qu'on a des personnes qui sont en reconversion et qui disent « Tiens, j'ai une idée, j'ai peut-être envie de créer un nouveau produit, est-ce que ça peut le faire ?» Donc là, ils me rencontrent et en fait, ils n'étaient absolument pas du tout prédisposés à l'entrepreneuriat. J'ai des étudiants qui se demandent qu'est-ce que je fais ? Il faut que j'ai mon diplôme et après, j'entreprends. Et je leur dis « Non, tu peux te lancer de suite, tu peux créer ta boîte tout en étant étudiant. » J'ai aussi des personnes qui ont déjà été entrepreneurs et qui veulent à tout prix entreprendre. Donc, c'est très difficile de donner, en fait, on va dire, une constante ou du moins un état d'esprit autour de ces entrepreneurs. Moi, je les trouve tous différents. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'ils ont l'audace. Ils ont l'audace de se lancer. Et c'est peut-être le message que je veux faire passer aujourd'hui, c'est que moi, j'en suis persuadé, tout le monde peut entreprendre. Il s'agit juste de se dire,
allez, j'y vais, allez, je me lance, et puis on verra bien. Et après, il y a l'accompagnement et l'entourage, et dont vous faites partie. Absolument, hein. Moi je considère que pour se lancer, il faut quand même 3 choses. La première, c'est qu'il faut être passionné par ce qu'on veut faire. Parce que c'est des longues journées de travail, beaucoup de temps qu'on passe sur son projet, et si on n'est pas passionné, on risque de jeter l'éponge. La deuxième chose, c'est qu'il faut être entouré par des professionnels comme nous, mais aussi par sa famille, son conjoint, ses parents, qui puissent dire allez, vas-y, on te soutient, c'est une bonne idée. Et la troisième chose, c'est qu'il faut du temps, indirectement de l'argent. C'est vrai qu'au début, quand on lance un nouveau projet, le temps qu'il soit commercialisé et qu'on puisse le vendre, c'est pas immédiat. Donc, il faut quand même avoir la capacité de tenir quelques semaines, quelques mois, parfois c'est quelques années, sans se payer ou du moins en ayant un revenu d'appoint pour pouvoir continuer le projet jusqu'au succès du lancement et du chiffre d'affaires qu'on peut avoir dans son projet. Mon petit doigt me dit que vous intervenez aussi pour une émission célèbre et que vous recrutez des gens dans votre institut pour aller pitcher devant la télé. Alors, en effet, tu fais allusion à l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Depuis 6 ans, je suis ce qu'on appelle le business coach, c'est-à-dire que je prépare les candidats à leur passage devant les jurés, devant les investisseurs. Alors, mon rôle, c'est pas de recruter, c'est-à-dire qu'on me soumet suite à tout plein de candidatures et une sélection très longue, parce que ça leur prend plusieurs mois pour sélectionner les porteurs de projets qui vont passer dans cette émission. Et donc, voilà, mon rôle, c'est de les accompagner, d'être sûr qu'ils soient prêts à pitcher. Donc, je leur donne les conseils pour pitcher et aussi, je leur donne les conseils pour répondre aux questions qui sont souvent techniques parce que on a 5 investisseurs qui investissent leur propre argent. C'est ce qu'on appelle des business angels, c'est-à-dire qu'ils sont suffisamment riches pour vouloir mettre leur argent, leur patrimoine dans des entreprises et dans des entrepreneurs. Et donc, évidemment, comme c'est leur propre argent, ils ont besoin de bien comprendre les dossiers et donc ils vont poser des questions techniques et je les prépare à ce type de questions. Donc, vous les coachez pour synthétiser leur offre, leur concept, leurs principes et leur donner les clés pour être convaincant en un minimum de temps. C'est exactement ça parce que il faut savoir que dans l'émission Qui veut être mon associé, le passage en fait devant les jurés, c'est environ 45 minutes. Alors nous, on ne voit qu'un condensé après montage, mais quand même, les investisseurs ont 45 minutes pour pouvoir poser leurs questions. Et évidemment, il faut faire face, il faut anticiper tout type de questions pour qu'ils puissent réussir leur passage et dans l'idéal, obtenir un investissement. Est-ce qu'il y a eu des projets qui étaient extrêmement épais, solides, mais le pitch s'est pas bien passé et on est passé à côté de l'investisseur? Ça peut arriver, ça ? Alors, ça peut arriver que le pitch, ce soit la catastrophe, la dégringolade, parce que, évidemment... Le stress. Exactement, il y a toutes les caméras qui sont sur vous, c'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de mois de préparation. Heureusement, en fait, il y a les questions derrière qui permettent justement aux investisseurs d'être beaucoup plus rationnels dans leur choix et de bien comprendre le business. Et donc, je rassure ceux qui veulent peut-être postuler à l'émission et qui vont passer dedans. Si jamais le pitch, il se rate un peu, c'est pas grave. Ils ont quand même le temps de se rattraper avec les questions-réponses. Pour revenir sur votre rôle de mentor, est-ce qu'il y a des projets des porteurs de projets qui ne veulent pas d'investisseurs parce qu'ils veulent rester autonomes dans leur liberté d'entreprendre? Ça arrive, ça ? Alors oui, ça arrive qu'il y a des entrepreneurs qui refusent de l'investissement, ça c'est plutôt rare, mais en tout cas qui ne veulent pas se lancer dans une stratégie d'investissement. On imagine en fait la start-up comme une entreprise qui a besoin de croître très rapidement et qui du coup a besoin d'investisseurs. Alors moi je dis toujours attention, c'est un schéma qui est quand même très particulier et qui est très rare de réussite parce que quand on a des investisseurs, derrière faut prouver tout ce qu'on a dit et la vision stratégique qu'on a montré à nos investisseurs. Et dans beaucoup de cas, il y a des échecs. Et moi, je me rends compte que finalement, des entrepreneurs qui se font par eux-mêmes, qui font pas appel à des investisseurs, ils sont face à la réalité du marché. Ils ont que leur propre argent qu'ils peuvent trouver à droite à gauche, qui ne sont pas des investisseurs pour se lancer. Et là, on a finalement des entreprises qui sont des startups qui sont beaucoup plus rationnelles vis-à-vis de la gestion de leur argent et qui s'en sortent plutôt pas mal. Je pense, ça c'est mon avis, mais qu'il y a peut-être plus de réussite avec des personnes qui refusent justement toutes ces stratégies de fonds d'investissement et de passer justement sur le grill des investisseurs. Et donc, plutôt que des personnes qui rentrent vraiment dans le tunnel, on va dire, du fonds d'investissement. Donc moi, ce que je recommande, c'est que si on a un projet, c'est quand même bien d'essayer de tout faire par soi-même et de voir si on peut pas faire sans investisseurs, sans fonds d'investissement et d'essayer de se débrouiller par soi-même. Ou la love money, ou la
l'aide de proximité de la famille ou d'amis. Pourquoi vous êtes dans cet environnement-là, agro? Il y a une raison particulière? Alors oui, alors une raison particulière, je crois que j'ai toujours aimé en fait la nature, la campagne. Moi-même en fait je suis ingénieur agronome, donc c'est pour ça que je me retrouve dans ce secteur-là. Et après, alors j'ai eu une expérience aussi moi d'entrepreneur, de start-up, dont une start-up que j'ai montée qui a été voilà une grande histoire pendant presque 10 ans où en fait je suis parti avec un concept plutôt amusant, c'est que j'ai démarré avec du jus de fruits de baobab. Voilà, j'ai souhaité vendre du jus de fruits de baobab en France. Alors les baobabs, ça pousse en Afrique. Et donc j'avais trouvé une coopérative en commerce équitable au Bénin qui permettait de récolter les fruits. Et ensuite, je fabriquais le jus en France. Et voilà, ça a été une aventure entrepreneuriale qui a duré pendant 10 ans. Que vous avez vendu? Que j'ai vendu, oui. Et vous avez envie d'y retourner, l'entrepreneuriat? Je ne dis pas que vous n'êtes pas entrepreneur, mais aujourd'hui, vous êtes plus une sorte de mentor, d'accompagnant, de coach. Ça vous gratouille quand vous voyez des projets? C'est vrai que parfois ça fait envie parce que moi j'ai tellement d'enthousiasme de voir des projets très innovants. Cependant, je pense qu'aujourd'hui, là, je suis à un moment de ma vie où j'ai trouvé ma place et je me sens utile. Je me plais énormément à accompagner les projets, à être mentor, à être coach pour tous ceux qui veulent entreprendre. On pourrait vous écouter pendant des heures tellement vous êtes solaire et communicant. Est-ce que vous pouvez nous partager 3 innovations ou 2 innovations récentes où vous avez été émerveillé là, comme un enfant? Il y en a beaucoup, mais c'est vrai qu'il y en a une où j'ai été particulièrement émerveillé. C'est l'un de nos entrepreneurs qui est à l'incubateur d'AgroValley, qui en fait arrive à recycler, vous savez, tous les broyats de quand on fabrique de l'huile. On fabrique de l'huile de noix, on fabrique de l'huile d'olive. Et donc on se retrouve à presser des graines. Et puis aujourd'hui, tout ce résidu, actuellement, il est jeté. Et en fait, on a une personne qui a trouvé le moyen de refaire passer de l'huile neutre dedans pour reparfumer l'huile, et on se retrouve avec des huiles avec des parfums extraordinaires, avec de l'amandon, avec de l'olive, et moi je trouve ça extraordinaire parce que ça, en fait, c'est dans une circularité, c'est-à-dire qu'on vient prendre un déchet finalement pour refabriquer quelque chose qui est bon pour la santé, et moi je trouve ça extraordinaire. Rien ne se perd, tout se recycle, c'est un peu le mot de la fin. Raphaël, merci. Vous avez écouté la chronique Good Morning Travail, vous me l'avez dit, dans votre voiture, lors de vos trajets, et on ouvre évidemment l'antenne à tous ceux qui souhaitent, de votre environnement, prendre la parole et nous partager leur innovation. Merci Raphaël. Merci.